Parmi les milliers de tablettes d'argile exhumées des sites de Mésopotamie, Nippur, Ur, Lagash, certaines portent des inscriptions qui décrivent des conflits d'une violence remarquable. Ces textes, rédigés en cunéiforme sumérien entre le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, constituent l'un des corpus documentaires les plus anciens de l'humanité. Ils mentionnent des cités détruites, des populations dispersées, des dynasties effacées. L'archéologie confirme, en plusieurs sites, des couches de destruction datables, cendres, structures effondrées, ruptures nettes dans la continuité céramique. Ce que les tablettes décrivent comme anéantissement total, les fouilles traduisent souvent par transition, abandon progressif ou réorganisation politique. La question n'est donc pas de savoir si des guerres catastrophiques ont eu lieu en Mésopotamie ancienne, elles ont eu lieu et le sol en garde la trace, mais plutôt comment distinguer, dans ces récits, la réalité documentée de la mémoire amplifiée. Les limites de la traduction, les lacunes du registre archéologique et la fonction rhétorique des textes royaux invitent à une lecture prudente, attentive aux nuances que le temps a partiellement effacées. Entre le Tigre et l'Euphrate, dans cette région que les géographes grecs nommèrent plus tard Mésopotamie, littéralement la terre entre les fleuves, s'étendait il y a 5000 ans un monde que nous avons longtemps sous-estimé. Non pas une civilisation primitive cherchant ses repères dans l'obscurité du temps, mais une organisation humaine d'une complexité remarquable, dotée de villes, de lois, de marchés, de temples et d'une écriture capable de fixer la pensée sur l'argile humide pour des millénaires. Le sud de l'actuel Irak, ce territoire plat, traversé de canaux et soumis à des crues saisonnières imprévisibles, constituait le cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation sumérienne. Ce nom sumérien est lui-même une reconstruction moderne. Les habitants de ces cités ne se désignaient pas collectivement ainsi. Ils s'identifiaient à leur cité. On était de Ur, de Lagash, d'Uruk, de Nippur. L'appartenance était urbaine avant d'être régionale, locale avant d'être nationale, dans un sens que nos catégories contemporaines peinent parfois à saisir. Uruk est probablement la plus ancienne de ces cités à avoir laissé des traces monumentales. Ces fouilles, entamées au début du XXe siècle par des équipes allemandes, ont révélé une succession de couches d'occupation couvrant plusieurs millénaires. Au 4e millénaire avant notre ère, Uruk était déjà une métropole pour son époque. Peut-être 50 000 habitants, des temples imposants construits sur des plateformes surélevées, des rues organisées, des ateliers spécialisés. Les archéologues ont retrouvé dans ces couches les plus anciennes les premiers signes reconnaissables de l'écriture, gravés sur de petites tablettes d'argile utilisées pour des inventaires, des comptes, des listes de marchandises. La géographie imposait une logique particulière à ces sociétés. L'absence quasi totale de pierres dans les plaines alluviales du sud mésopotamien obligeait à construire en briques crues ou cuites, matériaux qui résistent à moins bien au temps que le calcaire ou le grès. Cela explique en partie pourquoi tant de ces villes ont disparu sous des monticules de terre, les tels, que les habitants locaux nommaient autrement avant que les archéologues leur attribuent des noms techniques. Ces tels sont des accumulations de siècles, des empilements de ruines sur ruines, de reconstruction sur destruction, de nouvelles fondations posées sur d'anciennes fondations oubliées. L'eau structurait tout. Les fleuves apportèrent la fertilité, permettaient les transports, alimentaient les canaux d'irrigation sans lesquels l'agriculture, dans ces plaines sèches, était impossible. Mais les fleuves changeaient de course, débordaient, inondaient, se retiraient. Les cités qui prospéraient près d'un bras actif d'un fleuve pouvaient se retrouver isolées quelques générations plus tard, si ce bras se déplaçait. L'archéologie mésopotamienne est parsemée Les tablettes d'exemples d'argile de la Mésopotamie non pas à ancienne cause d'une constituent guerre, notre mais fenêtre parce la que plus l'eau s'était directe déplacée ailleurs. Entre ces cités existaient des relations complexes et souvent tendues. Elles commerçaient, échangeaient des artisans et des prêtres, partageaient parfois des divinités ou des traditions religieuses. Mais elles se disputaient aussi l'accès à l'eau, le contrôle des routes commerciales, la domination sur les populations rurales des environs. Ces tensions aboutissaient régulièrement à des conflits armés dont les textes et le sol gardent des traces. La notion même de frontière entre ces cités-États était différente de ce que nous entendons aujourd'hui par ce terme. Les zones agricoles périphériques constituaient des espaces de contestation permanente. Les canaux pouvaient être détournés comme armes économiques. Un accord pouvait durer une génération et être renversé par la suivante. Les temples jouaient un rôle central dans cette organisation. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, il était aussi un centre économique, un grenier communautaire, un lieu de redistribution des ressources.
Les prêtres administrèrent des terres, supervisaient des travailleurs, tenaient des registres. C'est en grande partie pour répondre aux besoins administratifs des temples que l'écriture s'est développée. Les premières tablettes ne portent pas de poèmes ou de récits épiques. Elles portent des colonnes de chiffres, des noms de travailleurs, des quantités de grains ou d'huile. Ce détail est important pour comprendre la nature des sources qui nous parviennent. Quand plus tard des tablettes décriront des guerres, des destructions, des anéantissements, elles le feront souvent dans un contexte également administratif ou idéologique, des textes royaux destinés à glorifier un souverain, des lamentations rituelles destinées à expliquer théologiquement une catastrophe, des hymnes chantant la puissance d'une divinité qui punit les coupables. La distinction entre documents factuels et textes rhétoriques est fondamentale, et elle n'est pas toujours aisée à établir. C'est dans ce cadre géographique et social, des plaines inondables, des cités rivales, des temples administrateurs, des fleuves capricieux, que les conflits dont parlent les tablettes ont pris naissance. Avant d'examiner ces textes, il est nécessaire de comprendre le sol sur lequel ils ont été écrits, les mains qui les ont façonnés et le monde qui leur donnait un sens que nous ne pouvons reconstituer qu'imparfaitement. L'écriture n'a pas été inventée pour raconter des histoires. Cette affirmation, qui peut sembler contre-intuitive, est pourtant solidement étayée par les données archéologiques disponibles. Les plus anciennes tablettes sumériennes connues, datées d'environ 3300 avant notre ère et retrouvées principalement à Uruk, sont des documents comptables. Elles enregistrent des quantités de bière, des rations allouées à des travailleurs, des transferts de bétail, des stocks de céréales. L'écriture, dans sa forme la plus ancienne, était un outil de gestion économique avant d'être un outil narratif. Ce constat a des implications profondes pour notre lecture des textes ultérieurs. Lorsque quelques siècles plus tard, l'écriture commence à servir des fonctions plus larges, enregistrer des mythes, des hymnes, des codes de loi, des récits de bataille, elle porte encore en elle cette origine administrative. Elle reste un outil au service d'une institution, qu'il s'agisse du temple, du palais ou de l'école des scribes. Les textes qui nous parviennent ne sont jamais des témoignages spontanés. Ce sont des productions institutionnelles façonnées par des conventions stylistiques et des objectifs précis. Le cunéiforme, du latin cunus, le coin, désigne la forme caractéristique des signes produits par l'impression d'un stylet taillé en biseau sur de l'argile molle. Ce système graphique a évolué sur plusieurs siècles, passant de pictogrammes relativement reconnaissables à des signes de plus en plus abstraits, combinant des valeurs phonétiques et des valeurs idéographiques dans un système complexe que les scribes mettaient des années à maîtriser. Les maisons d'apprentissage, appelées Eduba dans les textes sumériens, formaient ces spécialistes de l'écriture à travers des exercices répétitifs, des listes de signes, des copies de textes modèles. L'argile, matériau de base de cette écriture, offre une durabilité remarquable lorsqu'elle est cuite ou simplement séchée dans des conditions favorables. C'est cette durabilité qui explique pourquoi nous disposons aujourd'hui de centaines de milliers de tablettes sumériennes et akkadiennes conservées dans les musées du monde entier. Londres, Paris, Philadelphie, Istanbul, Berlin, les grandes collections dispersées lors des fouilles des 19e et 20e siècles témoignent d'une production écrite d'une densité que peu de civilisations antiques peuvent égaler pour cette période. Mais cette abondance est trompeuse. Elle reflète surtout les lieux et les contextes où les tablettes ont été produites en grande quantité et où les conditions de conservation étaient défavorables. Les textes que nous possédons surreprésentent certains genres. La comptabilité, les contrats, les textes scolaires, les hymnes royaux, et sous-représentent probablement d'autres formes d'expression qui existaient peut-être sur des supports moins durables ou dans des contextes moins institutionnels. Ce biais de conservation est une limite fondamentale que tout chercheur honnête doit reconnaître. Parmi les genres textuels qui nous sont parvenus, les textes dits de lamentation occupent une place particulière. Ces compositions littéraires décrivent la destruction de grandes cités sumériennes, la lamentation sur la destruction de Ur, la lamentation sur la destruction de Sumer et de Ur, la lamentation sur Nippur, avec une précision émotionnelle et parfois géographique frappante. Ces textes décrivent des armées envahissantes, des temples pillés, des populations massacrées ou déportées, des dieux abandonnant leurs cités. Ils constituent une partie importante des sources sur lesquelles repose l'idée d'une guerre ayant anéanti une civilisation. Mais leur interprétation pose des problèmes méthodologiques sérieux. Ces textes de lamentation n'étaient pas des chroniques journalistiques. Ils étaient des compositions rituelles destinées à être récitées dans des contextes liturgiques, peut-être lors de cérémonies de reconstruction ou de réintégration d'une divinité dans un temple restauré.
Leur fonction était théologique autant qu'historique. Ils expliquaient pourquoi une catastrophe avait eu lieu en termes de volonté divine, de colère des dieux, d'abandon temporaire. La destruction n'était pas simplement militaire ou politique, elle était cosmologique. Cela ne signifie pas que les événements décrits soient fictifs. L'archéologie confirme que la cité de Ur a subi des destructions importantes vers 2000 avant notre ère, coïncidant approximativement avec les périodes évoquées dans ces textes. Mais la relation entre la réalité historique et sa transcription textuelle est médiatisée par des choix stylistiques, des conventions littéraires et des objectifs rituels qui transforment nécessairement le document. Distinguer le fait de sa mise en forme est une tâche délicate que les assyriologues pratiquent avec une prudence croissante. La langue sumérienne elle-même constitue un défi supplémentaire. Langue isolée, sans parenté, connue avec aucune autre famille linguistique, le sumérien a cessé d'être une langue parlée couramment vers le début du deuxième millénaire avant notre ère. Il a continué à être utilisé comme langue savante et liturgique, un peu comme le latin dans l'Europe médiévale, mais sa compréhension a progressivement diminué même chez les scribes qui le copiaient. Certains textes que nous lisons aujourd'hui étaient peut-être déjà partiellement incompris par ceux qui les transcrivaient il y a 3000 ans. Cette accumulation de filtres, le temps, la conservation sélective, la fonction rituelle, la langue morte, les conventions stylistiques, doit accompagner chaque lecture des tablettes sumériennes évoquant des guerres et des destructions. Non pas pour annuler leur valeur documentaire, qui est réelle, mais pour la situer correctement dans un cadre d'interprétation rigoureux. L'écriture sumérienne nous parle du passé, mais elle nous parle à travers plusieurs épaisseurs de transformation que nous ne pouvons pas toujours mesurer avec précision. Lorsqu'un roi sumérien ou akkadien commandait la rédaction d'une inscription, il ne cherchait pas à produire un document neutre pour les historiens futurs. Il cherchait à légitimer son pouvoir, à glorifier ses victoires, à justifier ses conquêtes, à affirmer la faveur divine dont il bénéficiait. Cette évidence que les spécialistes de l'Antiquité rappellent régulièrement est parfois négligée lorsque l'on cite ces textes comme preuve directe d'événements historiques. Comprendre la dimension politique des tablettes sumériennes et akkadiennes est indispensable avant d'en extraire des données sur des guerres ou des destructions. Les inscriptions royales constituent l'un des genres les mieux représentés dans le corpus mésopotamien. On les retrouve sur des stèles de pierre, sur des clous de fondation enfoncés dans les murs des temples, sur des statues votives et bien sûr sur des tablettes d'argile. Leur structure est généralement codifiée. Identification du roi par ses titres et sa généalogie divine, liste de ses hauts faits militaires ou constructifs, dédicace à une divinité, parfois malédiction contre quiconque altérerait le texte. Cette structure rhétorique standardisée n'est pas accidentelle. Elle reflète une conception précise de ce que doit être la communication royale. La stèle des vautours, datée d'environ 2450 avant notre ère et retrouvée à Girsu, est l'un des exemples les plus célèbres de ce genre. Elle commémore la victoire de Lagash sur la cité voisine d'Uma, dans un conflit qui concernait apparemment le contrôle d'une zone agricole irriguée. Les scènes sculptées montrent des corps d'ennemis empilés, des prisonniers encadrés par des soldats, un filet dans lequel des vaincus sont emprisonnés par une main divine. Le texte accompagnant ces images décrit la victoire en termes absolus. L'ennemi est écrasé, anéanti, réduit à néant. Mais l'archéologie de la région montre qu'Umma a continué à exister, à prospérer, à entrer en conflit avec Lagash pendant encore plusieurs siècles. L'anéantissement proclamé était rhétorique, pas factuel. Ce type de décalage entre le discours royal et la réalité archéologique est fréquent et instructif. Les rois mésopotamiens affirmaient régulièrement avoir détruit telle cité jusqu'aux fondations, avoir tué ou déporté toute sa population, avoir effacé jusqu'au souvenir de son nom. Ces formules hyperboliques appartiennent au vocabulaire conventionnel de la victoire. Elles signalent une domination politique et militaire réelle, mais leur traduction littérale en termes démographiques ou urbanistiques est risquée. Cela ne signifie pas que les destructions réelles n'existaient pas. Certaines cités ont effectivement été abandonnées à la suite de conflits. Certaines populations ont été déportées, comme le confirment des textes administratifs enregistrant l'arrivée de captifs dans des centres de redistribution de main-d'œuvre. Certains temples ont été pillés et leurs statues divines emmenées, acte dont la signification était autant symbolique que matérielle, puisqu'il signifiait que la divinité tutélaire avait abandonné sa cité.
Mais distinguer ces destructions réelles des destructions proclamées demande un croisement rigoureux des sources textuelles et archéologiques. Les textes administratifs, justement, offrent parfois un contrepoint utile aux inscriptions royales. Les archives de comptabilité, les inventaires, les listes de travailleurs ne sont pas rédigés pour glorifier un souverain, ils sont rédigés pour gérer des ressources. Lorsqu'ils enregistrent une interruption dans les livraisons de grains en provenance d'une région particulière, ou l'arrivée soudaine d'un grand nombre de travailleurs déplacés, ils témoignent de perturbations réelles sans les dramatiser. Ces textes sont, à leur manière, plus proches de ce que nous appellerions aujourd'hui une documentation primaire neutre. La période dite des rois d'Akkad, centrée autour du règne de Sargon d'Akkad et de ses successeurs, entre environ 2334 et 2154 avant notre ère, illustre bien ces tensions entre récit royal et réalité historique. Sargon est présenté dans les textes comme le premier grand conquérant de l'histoire, un homme parti de rien qui aurait unifié toute la Mésopotamie et même étendu ses conquêtes jusqu'à la mer Méditerranée. Les textes le décrivent comme invincible, comme bénéficiaire d'une faveur divine sans précédent, comme fondateur d'un empire englobant tout ce que le monde civilisé pouvait contenir. L'archéologie confirme qu'Akkad a bien constitué une puissance régionale dominante pendant plus d'un siècle. Des traces de son influence administrative se retrouvent dans de nombreux sites mésopotamiens. Mais les limites réelles de cet empire, sa structure de gouvernance, la nature exacte des relations entre le centre akkadien et les cités sumériennes périphériques, tout cela reste partiellement obscur. La cité d'Akkad elle-même, capitale présumée de cet empire, n'a pas encore été localisée avec certitude par les archéologues. Elle reste une cité connue uniquement par les textes, ce qui est une situation scientifiquement inconfortable. La chute de l'empire akkadien, décrite dans certains textes comme une catastrophe totale provoquée par les invasions des Goutis, un peuple des montagnes de l'Est, est un autre cas d'étude. Les textes royaux postérieurs dramatisent cet effondrement, certains allant jusqu'à attribuer la destruction à une malédiction divine consécutive à un sacrilège commis par le roi Naram-Sin contre le temple d'Enlil à Nippur. L'admonition d'Ippur, texte égyptien souvent cité dans des discussions comparatives sur les effondrements civilisationnels, présente des parallèles structurels avec ces récits mésopotamiens de catastrophes, ce qui suggère l'existence de formes littéraires pan-régionales pour décrire l'effondrement social, formes qui peuvent amplifier ou réinterpréter des événements réels selon des schémas narratifs conventionnels. Les historiens et archéologues qui ont étudié la fin de l'empire akkadien ont proposé plusieurs explications complémentaires à cet effondrement. Harvey Weiss, de l'université Yale, a attiré l'attention dans les années 1990 sur des données paléoclimatiques indiquant une sécheresse prolongée dans la région entre environ 2200 et 2000 avant notre ère, une période connue sous le nom d'événement climatique 4,2K. Cette sécheresse aurait provoqué des famines, des migrations, des pressions sur les ressources qui auraient déstabilisé les structures de l'Empire indépendamment de toute invasion militaire. Cette hypothèse reste débattue parmi les spécialistes, certains la trouvant trop déterministe, d'autres la jugeant insuffisamment étayée par les données locales, mais elle illustre que les effondrements civilisationnels sont rarement monocausaux. Ce que les tablettes nous montrent, lorsqu'on les lit avec attention à leur contexte de production, c'est moins une histoire d'anéantissement que l'histoire d'une compétition permanente entre des acteurs politiques cherchant à contrôler des ressources, à légitimer leur domination et à inscrire leur victoire dans la mémoire institutionnelle. Les guerres existaient, les destructions étaient réelles, mais leur transcription textuelle obéissait à des logiques qui transformaient le fait brut en récit politiquement utile. C'est cette transformation que nous devons apprendre à lire. La fouille systématique des sites mésopotamiens a fourni, au fil des décennies, un ensemble de données matérielles qui permettent d'évaluer de manière indépendante les affirmations des textes concernant des guerres et des destructions. Ces données archéologiques ne parlent pas d'elles-mêmes, elles demandent interprétation, mais elles offrent un ancrage physique précieux face aux hyperboles des inscriptions royales. Examiner ce que le sol confirme, nuance ou contredit est une étape essentielle de toute analyse sérieuse des conflits sumériens. Les couches de destruction, ces niveaux stratigraphiques caractérisés par des cendres, des structures effondrées, des artefacts brisés et parfois des restes humains non enterrés, constituent l'indice le plus direct d'un événement violent. Elles apparaissent dans de nombreux sites mésopotamiens et peuvent, lorsqu'elles sont datées avec précision, être corrélées à des événements mentionnés dans les textes.
mais leur interprétation est rarement simple. Une couche de cendres peut témoigner d'un incendie volontaire dans le cadre d'une conquête militaire, mais aussi d'un incendie accidentel, d'une destruction rituelle lors d'une reconstruction planifiée ou même de pratiques artisanales locales. La convergence avec d'autres indices, pointes de flèches, restes humains en position de mort violente, absence de matériel de valeur suggérant un pillage, est nécessaire pour conclure à une destruction guerrière. Le site de Tel Leilan, dans le nord de la Syrie actuelle, a fourni l'un des exemples les plus documentés d'abandon brutal d'une cité mésopotamienne. Les fouilles menées par Harvey Weiss ont révélé une couche d'abandon datée d'environ 2200 avant notre ère, caractérisée par une absence soudaine d'artefacts et une accumulation de poussière éolienne indiquant une désertification rapide du site. Weiss a interprété cet abandon comme la conséquence directe de la sécheresse évoquée dans la section précédente plutôt que d'une destruction militaire. Mais d'autres archéologues ont souligné que l'abandon peut avoir des causes multiples simultanées et que distinguer la cause climatique de la cause politique dans ces données reste difficile. À Lagash et Girsu, sites qui constituent l'un des complexes urbains les mieux fouillés du sud mésopotamien, les archéologues ont identifié plusieurs niveaux de reconstruction qui semblent correspondre à des phases de destruction précédentes. Les inscriptions royales de ces cités mentionnent régulièrement des conflits avec Umma, la cité voisine, pour le contrôle d'une zone frontalière irriguée connue sous le nom de Guédéna. Ces conflits sont documentés sur une période de plusieurs siècles, ce qui suggère une rivalité endémique plutôt qu'un conflit unique et décisif. La notion d'anéantissement total est difficile à réconcilier avec cette persistance documentée. La cité de Ur, dont la destruction est au cœur de l'une des plus célèbres lamentations sumériennes, offre un cas particulièrement complexe. Les fouilles menées par Léonard Woolley dans les années 1009, 120 et 1930 ont révélé une stratigraphie riche et une succession de phases d'occupation couvrant plusieurs millénaires. La couche correspondant approximativement à la fin de la troisième dynastie de Ur, vers 2000 avant notre ère, montre des signes de perturbation, mais pas nécessairement d'une destruction totale au sens physique du terme. La cité a continué à être occupée après cette date, sous des dynasties différentes et avec une organisation politique transformée. Ce que le texte appelle destruction, l'archéologie lit parfois comme transition. Les pointes de flèches constituent un marqueur archéologique précieux des conflits armés. Retrouvées en concentration dans certaines couches stratigraphiques, parfois fichées dans des murs ou associées à des restes humains, elles témoignent d'échanges de projectiles lors d'assauts ou de sièges. Des concentrations de ce type ont été retrouvées dans plusieurs sites mésopotamiens, mais elles sont moins fréquentes que ce que les textes royaux pourraient laisser supposer. Cela peut refléter un biais de conservation, le métal et l'os se conservent différemment selon les conditions, mais cela peut aussi indiquer que certains conflits décrits comme militaires dans les textes impliquaient peu de combats directs et plus de pression économique, de sièges prolongés ou de redditions négociées. Les fortifications constituent un autre indice important. Plusieurs cités sumériennes ont construit, à différentes périodes, des enceintes défensives dont les traces archéologiques sont encore visibles ou fouillées. La présence de fortifications témoigne d'une anticipation du danger militaire, d'une société qui consacrait des ressources considérables à sa défense. Mais les fortifications ne prouvent pas qu'une attaque a eu lieu. Elles prouvent seulement qu'une menace était perçue. Et parfois, la construction d'une enceinte peut être elle-même un acte politique, une démonstration de puissance et de capacité organisationnelle, autant qu'une réponse à une menace concrète. Les déportations de populations, mentionnées dans de nombreux textes akkadiens et sumériens comme conséquence de victoires militaires, laissent des traces archéologiques indirectes dans les registres administratifs de comptabilité, de main-d'œuvre. Lorsque des archives comme celle de la ville d'Umma ou de Puzrish Dagan enregistrent soudainement l'arrivée de travailleurs portant des noms caractéristiques d'une région particulière, on peut inférer un déplacement de population. Ces données permettent de corroborer avec prudence certaines affirmations des textes royaux sur les conquêtes, mais elles ne confirment pas l'anéantissement, elles confirment le déplacement et l'exploitation. L'un des défis méthodologiques les plus importants est celui de la datation. Les chronologies mésopotamiennes pour la période qui nous intéresse, le 3e et le début du 2e millénaire avant notre ère, sont fondées sur un système complexe de listes royales, de synchronisme entre dynasties et de données astronomiques. Ces chronologies ont été révisées à plusieurs reprises au cours des dernières décennies et des incertitudes subsistent qui peuvent atteindre plusieurs décennies
ou même un siècle pour certaines périodes. Cela complique les tentatives de corrélation précise entre couches archéologiques et événements textuels. Malgré ces difficultés, le bilan de l'archéologie mésopotamienne sur la question des conflits interurbains est clair sur un point fondamental. Les guerres existaient, elles causaient des perturbations réelles, certaines cités ont subi des destructions partielles ou des abandons qui peuvent être mis en relation avec des tensions militaires. Mais l'image d'une civilisation sumérienne détruite d'un coup, anéantie par un conflit unique d'une violence absolue, n'est pas soutenue par les données matérielles disponibles. Ce que l'archéologie révèle, c'est un paysage de fragilité persistante, de conflits récurrents et de résilience remarquable, un tableau bien plus nuancé et peut-être bien plus intéressant que celui que les formules hyperboliques des inscriptions royales peuvent laisser imaginer. Pour comprendre les effondrements civilisationnels de la Mésopotamie ancienne, il est indispensable de sortir du cadre strictement militaire ou politique et d'examiner les conditions environnementales dans lesquelles ces sociétés évoluaient. Cette approche, qui s'est considérablement développée dans les dernières décennies grâce au progrès des sciences paléoclimatiques et paléo-environnementales, ne vise pas à remplacer l'explication politique par une explication naturelle. Elle vise à reconstituer le cadre matériel dans lequel les décisions humaines prenaient place, et à comprendre comment des stress environnementaux pouvaient amplifier, précipiter ou créer les conditions des crises politiques. La plaine mésopotamienne est une création des fleuves. Le Tigre et l'Euphrate transportent des sédiments depuis les montagnes anatoliennes et kurdes et les déposent dans la plaine au rythme de leur crue annuelle. Sur des millénaires, cette accumulation de sédiments a constamment modifié le paysage. Des zones autrefois fertiles pouvaient devenir marécageuses ou salines selon les changements du réseau hydrologique. Des cités prospères construites à proximité d'un bras actif d'un fleuve pouvaient se retrouver isolées par le déplacement de ce bras. Cette dynamique fluviale sur laquelle les sociétés humaines n'avaient aucun contrôle constituait une source permanente d'instabilité et d'adaptation. La salinisation des sols est l'un des problèmes environnementaux les mieux documentés de la Mésopotamie ancienne. L'irrigation intensive nécessaire à l'agriculture dans ces plaines sèches entraîne une remontée des sels minéraux vers la surface du sol par capillarité. Lorsque ce phénomène n'est pas contrebalancé par un drainage adéquat, le sol devient progressivement moins fertile, puis inutilisable pour l'agriculture. Des études paléobotaniques sur des sites mésopotamiens ont montré des changements dans la composition des récoltes au fil du temps, une diminution progressive du blé, moins tolérant au sel, au profit de l'orge plus résistante, qui suggèrent une dégradation graduelle de la qualité des sols. Cette dégradation silencieuse et lente constituait une pression continue sur les ressources alimentaires, indépendamment de tout conflit militaire. Le réseau de canaux d'irrigation, qui était à la fois la condition de la prospérité mésopotamienne et sa réalisation la plus remarquable, était aussi d'une fragilité structurelle considérable. Ces canaux demandaient un entretien constant, curage régulier pour éviter l'envasement, réparation des berges après les crues, surveillance des prises d'eau. Cet entretien requérait une organisation sociale et administrative capable de mobiliser de la main-d'œuvre de manière coordonnée sur de grandes étendues territoriales. Lorsque cette organisation était perturbée par une guerre, par une crise politique, par une épidémie, les canaux pouvaient se détériorer rapidement, entraînant des réductions de la production agricole qui, à leur tour, affaiblissaient davantage le tissu social. Le système était complexe et interconnecté de manière qui le rendait à la fois très productif et très vulnérable aux ruptures. Les crues elles-mêmes constituent une source de données paléo-environnementales importante. Leonard Woolley, lors de ses fouilles à Ur dans les années 1920, a découvert une couche de limon stérile épaisse d'environ 2,5 mètres intercalée entre deux niveaux d'occupation humaine. Il a initialement interprété cette couche comme la trace du déluge biblique, une interprétation qui a fait sensation dans les médias de l'époque mais qui a été largement réfutée par les travaux ultérieurs. Les fouilles d'autres sites mésopotamiens n'ont pas retrouvé de couches similaires au même niveau stratigraphique, ce qui indique que l'inondation dont témoigne la couche dure était un événement local, pas un événement global. Mais l'existence de crues dévastatrices, capables d'enterrer des habitations sous des mètres de sédiments, est bien établie et explique en partie comment certaines zones urbaines ont pu disparaître rapidement du paysage visible. L'événement climatique dit 4,2 K, une sécheresse prolongée datée d'environ 4200 ans avant le présent, soit approximativement 2200 avant notre ère,
a retenu l'attention des chercheurs depuis les travaux de Harvey Weiss et ses collaborateurs à la fin du XXe siècle. Des données tirées de carottes de glace, de spéléothèmes, de sédiments lacustres et marins convergent pour indiquer une période de stress hydrique significatif dans une large bande géographique allant de la Méditerranée orientale à l'Inde. Cette période coïncide approximativement avec plusieurs effondrements civilisationnels documentés, la fin de l'empire akkadien en Mésopotamie, la fin de l'ancien empire égyptien, le déclin de la civilisation de l'Indus. Cette coïncidence a conduit certains chercheurs à proposer un lien causal. Mais la prudence s'impose. La corrélation temporelle entre une sécheresse régionale et plusieurs effondrements civilisationnels est suggestive, mais pas démonstrative d'un lien de causalité directe. Les sociétés concernées avaient des structures différentes, des vulnérabilités différentes et des trajectoires de crise différentes. De plus, les datations archéologiques et paléoclimatiques ont des marges d'incertitude qui compliquent les corrélations précises. Des chercheurs comme Ronnie Ellenblum ou Brandon Drake ont contribué à affiner ces analyses, mais le débat reste ouvert sur la nature exacte du lien entre stress climatique et effondrement social en Mésopotamie à cette période. Ce qui est certain, c'est que les sociétés mésopotamiennes vivaient dans un environnement qui n'était pas stable, qui demandait une adaptation constante et qui pouvait soumettre les structures sociales à des pressions considérables sans intervention humaine externe. Les fleuves, les sols, les pluies, la salinisation, ces facteurs non humains jouaient un rôle dans la durabilité ou la fragilité des civilisations que les textes royaux, centrés sur la gloire humaine et divine, tendent naturellement à ignorer ou à minimiser. Cette réalité environnementale ne diminue pas l'importance des conflits armés dans l'histoire mésopotamienne. Elle les replace dans un contexte plus large où la compétition pour des ressources parfois déclinantes pouvait exacerber les tensions politiques et rendre les guerres à la fois plus probables et plus destructrices. Un territoire dont les sols se salinisent, dont les canaux s'envasent, dont les crues sont plus imprévisibles, est un territoire où la concurrence entre voisins prend une urgence particulière. Les guerres sumériennes n'étaient peut-être pas seulement des conflits pour la gloire ou la domination politique, elles étaient aussi, dans certains cas, des conflits pour des ressources hydrauliques vitales dans un environnement de plus en plus contraint. Comprendre cette dimension environnementale, c'est rendre aux sociétés mésopotamiennes une partie de leur complexité réelle, des sociétés qui ne subissaient pas seulement leur histoire politique, mais qui vivaient dans un environnement physique exigeant et changeant, auquel elles devaient s'adapter en permanence avec les outils institutionnels, techniques et culturels dont elles disposaient. La politique mésopotamienne ancienne ne ressemble à aucune forme de gouvernement que nous aurions tendance à projeter sur elle. Ni monarchie absolue au sens moderne, ni démocratie primitive, ni théocratie simple. Elle combinait des éléments de toutes ces formes dans des configurations variables selon les périodes et les cités. Comprendre ces structures politiques est essentiel pour interpréter correctement les conflits que les textes décrivent, car la nature de ces conflits dépendait en grande partie de la nature des entités qui s'affrontaient. La cité-État sumérienne archaïque fonctionnait selon un principe que les spécialistes ont parfois désigné sous le terme de théocratie pratique. La cité appartenait, dans la conception religieuse sumérienne, à sa divinité tutélaire. Le dieu ou la déesse de la cité en était le propriétaire théorique. Le temple administrait des terres importantes et redistribuait des ressources à travers un réseau de travailleurs, d'artisans et de fonctionnaires. Le roi, le terme sumérien lugal, littéralement grand homme, ou ainsi intendant, n'était pas le propriétaire de la cité, mais son gestionnaire au nom de la divinité. Cette conception théologique du pouvoir avait des implications pratiques importantes. Elle limitait en théorie l'arbitraire royal, ancrait la légitimité dans un cadre religieux partagé et faisait de toute défaite militaire une déclaration implicite sur la volonté des dieux plutôt que sur la seule incompétence humaine. Cette conception explique en partie la structure des textes de lamentation. Lorsqu'une cité était vaincue, l'explication théologique naturelle était que sa divinité tutélaire l'avait abandonnée, peut-être en colère contre les péchés de ses habitants ou de son roi, peut-être en réponse à une décision cosmologique supérieure. Les lamentations sur la destruction de Ur décrivent explicitement comment Enlil, le dieu suprême du panthéon sumérien, a ordonné la destruction de la cité en réponse à des transgressions non spécifiées. Cette structure narrative ne nie pas la réalité de l'attaque militaire. Elle la cadre dans une logique divine qui lui donne un sens acceptable pour une population traumatisée. La liste royale sumérienne,
texte composite compilé probablement sous la troisième dynastie de Ur, est l'un des documents politiques les plus fascinants et les plus délicats à utiliser de toute l'Antiquité mésopotamienne. Elle énumère les dynasties successives qui ont exercé la royauté sur Sumer depuis des temps immémoriaux jusqu'à une période historiquement vérifiable, en précisant pour chaque roi la durée de son règne. Les règnes les plus anciens s'étendent sur des dizaines de milliers d'années, attribuant à des rois antédiluviens des durées de pouvoir que seule une lecture mythologique peut accommoder. La liste présente la royauté comme un don divin unique, descendant du ciel, passant d'une cité à l'autre selon la volonté des dieux après chaque défaite majeure. Cette conception de la royauté comme entité unique et itinérante, plutôt que comme institution plurielle appartenant simultanément à plusieurs cités, avait une signification politique précise. Elle légitimait la domination d'une cité sur les autres en la présentant comme un arrangement voulu par les dieux, temporaire dans ses incarnations particulières, mais continu dans son principe. Elle transformait aussi les conflits interurbains en lutte pour obtenir ou conserver ce mandat divin unique, ce qui leur donnait une dimension cosmologique au-delà de leurs enjeux économiques ou territoriaux immédiats. En réalité, plusieurs cités exerçaient simultanément une hégémonie régionale à différentes périodes, et la domination d'une cité sur ses voisines n'impliquait pas la disparition de ces dernières. L'empire akkadien, malgré ses prétentions à une domination universelle, fonctionnait davantage comme un réseau de dépendances politiques et fiscales que comme une administration centralisée uniforme. Les gouverneurs locaux conservaient souvent une autonomie considérable. Les cités sumériennes, sous domination akkadienne, continuaient à administrer leurs temples, à tenir leurs archives locales, à pratiquer leurs rituels. La domination était réelle mais composite, négociée plutôt qu'imposée uniformément. Les successions dynastiques étaient souvent violentes. L'assassinat d'un roi par un successeur ambitieux, la révolte d'un gouverneur provincial, la conquête d'une cité par un rival extérieur, ces formes de transition politique sont documentées dans les textes et semblent avoir été fréquentes. Mais cette violence de cour et ces changements de dynastie ne doivent pas être confondus avec des destructions civilisationnelles totales. Une nouvelle dynastie remplaçant une ancienne ne signifiait pas la fin de la cité, de ses institutions, de sa population. Les archives administratives montrent souvent une remarquable continuité des pratiques institutionnelles à travers les changements de régime. Les conflits entre grands États comme Lagash et Umma, ou plus tard entre les royaumes d'Issine et de Larsa pour l'hégémonie sur le sud mésopotamien après la chute d'Ur, illustrent cette combinaison de violence réelle et de continuité structurelle. Ces conflits impliquaient des campagnes militaires, des destructions partielles, des changements de souveraineté. Mais ils s'inscrivaient dans un espace politique partagé avec des règles implicites. Les temples des cités vaincues n'étaient pas systématiquement détruits, les institutions administratives locales n'étaient pas automatiquement démantelées, les populations n'étaient pas uniformément massacrées. L'objectif était généralement la domination et le tribut, pas l'effacement. Les invasions des Goutis, qui ont contribué à la chute de l'Empire akkadien vers 2154 avant notre ère, constituent un cas souvent cité comme exemple d'une rupture plus radicale. Les textes mésopotamiens ultérieurs décrivent les Goutis comme des barbares venus des montagnes, sans culture ni écriture, ayant régné sur Sumer comme un fléau divin. Mais cette image est clairement une construction idéologique produite par les dynasties sumériennes qui ont succédé à la domination gutienne et qui avaient intérêt à présenter leurs prédécesseurs comme des envahisseurs illégitimes. Les données archéologiques suggèrent que la période de domination gutienne, bien que perturbatrice, n'a pas provoqué de rupture civilisationnelle totale. Les temples ont continué à fonctionner, les scribes ont continué à écrire, les cités ont continué à exister. Ce tableau de la politique mésopotamienne, complexe, fragmentée, violente par intermittence mais structurellement résiliente, est important pour situer correctement les affirmations des textes sur des guerres totales et des anéantissements complets. Ces sociétés étaient capables d'absorber des chocs militaires considérables sans disparaître. Leur fin, lorsqu'elle est venue, a résulté d'accumulation de facteurs sur des durées longues, pas de destruction instantanée et totale. Parmi tous les textes qui composent le corpus littéraire sumérien, les lamentations urbaines occupent une place à part. Elles constituent l'un des genres les mieux préservés, les plus élaborés sur le plan formel et les plus douloureux sur le plan du contenu. Elles décrivent des cités abandonnées par leurs dieux, livrées à des ennemis déchaînés, réduites à des ruines silencieuses.
Leur lecture, même à travers la distance de plusieurs millénaires et le filtre d'une traduction nécessairement imparfaite, conserve une puissance évocatrice que peu de textes antiques peuvent égaler. Mais cette puissance même doit nous rendre attentifs au danger de les lire autrement qu'ils ne furent conçus. La Lamentation sur la destruction de Ur est le texte le plus célèbre de ce genre. Composée probablement au début du deuxième millénaire avant notre ère, peut-être sous la première dynastie d'Issine qui succéda à la domination des Amorites sur Ur, elle décrit en 5 chants la destruction de la cité par une coalition d'envahisseurs. Le texte commence par une invocation à Nana, le dieu lunaire tutélaire de Ur, lui décrivant l'état de désolation dans lequel sa cité se trouve. Il procède ensuite par une série d'évocations des différentes parties de la cité, ses temples, ses quartiers, ses portes, toutes décrites comme abandonnées, pillées, en ruine. Les ennemis sont dépeints comme une force déchaînée, sans pitié, frappant indistinctement. La composition formelle du texte révèle immédiatement sa nature littéraire et rituelle. Il est structuré en séquences symétriques, avec des refrains récurrents et des formules stéréotypées qui témoignent d'une tradition compositionnelle élaborée. Des expressions comme le vent mauvais qui balaie la cité ou le lait de la mer qui ne coule plus dans les maisons appartiennent à un registre métaphorique conventionnel que l'on retrouve dans d'autres lamentations sumériennes et qui indiquent l'existence d'un genre littéraire codifié. Ces textes n'étaient pas des reportages spontanés, ils étaient des compositions savantes qui utilisaient des topouis reconnus par leur audience. Cela ne signifie pas que la destruction d'Ur décrite dans ce texte soit entièrement fictive. Des indices archéologiques confirment des perturbations importantes à Ur vers la fin de la troisième dynastie, vers 2000 avant notre ère. Des textes administratifs datant de cette période attestent d'une interruption dans le fonctionnement normal des institutions. Des inscriptions ultérieures font référence à une période de désordre. Mais l'ampleur exacte de cette destruction, le nombre de victimes, la durée de l'interruption de la vie urbaine, tout cela reste difficile à établir précisément à partir des seules données disponibles. Les ennemis désignés dans la Lamentation sont les Élamites et les Amorites, deux groupes bien connus des sources mésopotamiennes. Les Élamites, peuple de la région correspondant au sud-ouest de l'Iran actuel, entretenaient avec les cités sumériennes une relation complexe mêlant commerce, conflits et échanges culturels sur plusieurs millénaires. Les Amorites étaient des populations sémitiques parlant un dialecte différent, identifiés dans certains textes comme des nomades ou semi-nomades venus de l'ouest. Leur rôle dans l'effondrement de la troisième dynastie de Ur est généralement reconnu par les historiens, mais sa nature exacte, invasion militaire brutale, infiltration progressive, pression démographique, reste discutée. La notion même d'invasion totale posée par le texte mérite un examen critique. Les Lamentations décrivent des ennemis qui envahissent tout, détruisent tout, ne laissent rien. Mais l'archéologie de la région montre que la période qui suit immédiatement la fin de la troisième dynastie d'Ur n'est pas une période de vide, culturel ou démographique. Les traditions administratives, les pratiques scripturales, les cultes religieux, tout cela continue avec des adaptations, pas avec une rupture totale. La première dynastie d'Issine, qui s'affirme comme héritière légitime de la tradition sumérienne après la fin de la troisième dynastie d'Ur, produit des textes, construit des temples, maintient des institutions. La continuité culturelle est réelle et documentée. Plusieurs autres textes de lamentation complètent ce tableau. La lamentation sur la destruction de Sumer et d'Ur adopte une perspective plus large, évoquant non pas une seule cité mais l'ensemble de la civilisation sumérienne comme frappée par une catastrophe collective. La lamentation sur Nippur, texte moins bien conservé, décrit la destruction du principal centre religieux de la Mésopotamie ancienne avec une densité émotionnelle similaire. Ces textes, pris ensemble, construisent une image d'un âge d'or sumérien frappé par un désastre irrémédiable, image qui a influencé durablement la manière dont les générations suivantes ont pensé leur propre rapport à ce passé. Cette construction d'un âge d'or perdu est elle-même un phénomène culturel important. Les dynasties qui succèdent à la domination de la troisième dynastie de Ur ont eu intérêt à se présenter comme restauratrices d'un ordre disparu, héritières d'une grandeur brisée par des forces extérieures. Cette rhétorique de la restauration nécessitait une représentation dramatique de la rupture précédente. Plus la destruction était totale dans le récit, plus la restauration ultérieure apparaissait comme un accomplissement remarquable. Les lamentations servaient ainsi une fonction politique précise pour les dynasties qui les produisaient ou les commanditaient. Le genre des lamentations urbaines n'est pas spécifiquement sumérien.
Des compositions similaires existent dans d'autres traditions de l'Antiquité proche orientale. La Bible hébraïque contient le livre des Lamentations, attribué à Jérémie, qui décrit la destruction de Jérusalem par Babylone avec une structure et un registre émotionnel présentant des parallèles frappants avec les lamentations sumériennes. Ces parallèles témoignent soit d'une influence directe, la tradition littéraire mésopotamienne a exercé une influence documentée sur les traditions hébraïques et phéniciennes, soit de l'existence de réponses culturelles convergentes à des traumatismes collectifs similaires. Dans les deux cas, ils invitent à lire ces textes comme des documents sur la manière dont les sociétés traitent la catastrophe, autant que comme des sources directes sur les catastrophes elles-mêmes. Lire les textes de lamentation sumériens comme des preuves d'un anéantissement total est donc une lecture double. Elle capte quelque chose de réel, les destructions et les traumatismes qui ont effectivement eu lieu, mais elle risque de le déformer en lui prêtant une absolutité que ni les données archéologiques ni une lecture attentive des conventions littéraires ne peuvent soutenir. Ces textes nous parlent d'une civilisation qui a su articuler sa propre douleur dans des formes de grande beauté, et cela, en soi, témoigne d'une vitalité culturelle qui résiste à l'idée d'un anéantissement total. Descendre dans un tel mésopotamien, c'est traverser le temps couche après couche, comme on tournerait les pages d'un livre que quelqu'un aurait enterré. Chaque niveau stratigraphique représente une période d'occupation humaine, des années, des décennies, parfois des siècles compressés en quelques centimètres ou quelques mètres de sédiments mélangés de briques effondrées, de céramiques brisées, de cendres, d'ossements animaux et parfois humains. Lire cette stratigraphie avec précision est l'un des exercices les plus exigeants et les plus révélateurs de l'archéologie mésopotamienne. La stratigraphie est fondée sur un principe simple. Les couches plus profondes sont en général plus anciennes que les couches superficielles. Mais ce principe est régulièrement compliqué par des intrusions, des puits, des tombes, des fondations creusées dans des niveaux antérieurs, qui mélangent des matériaux d'époques différentes. Les archéologues doivent distinguer ces intrusions du dépôt primaire pour établir des chronologies fiables. Cette distinction est parfois évidente, parfois extraordinairement délicate, et les désaccords entre spécialistes sur l'interprétation d'une même stratigraphie ne sont pas rares. Les couches de cendres sont parmi les indices les plus frappants que peut produire une fouille. Dans certains contextes, elles s'étendent sur une surface considérable, atteignant plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, et sont associées à des structures visiblement effondrées sous l'effet d'une chaleur intense. Ces configurations suggèrent des incendies d'une ampleur inhabituelle. Pas le foyer domestique ordinaire ou l'accident artisanal isolé, mais une combustion généralisée qui a touché une partie significative d'une zone urbaine. Dans de tels contextes, l'hypothèse d'un incendie volontaire dans le cadre d'une destruction militaire devient très plausible, surtout si elle est corroborée par d'autres indices. Ces indices complémentaires peuvent inclure des pointes de flèches ou de javelots en concentration anormale, témoignant d'échanges de projectiles lors d'un assaut. Ils peuvent inclure des corps humains en position d'urgence, non pas enterrés selon les rites habituels, mais abandonnés là où ils sont tombés, parfois avec des traumatismes osseux visibles compatibles avec une mort violente. Ils peuvent inclure l'absence de mobilier de valeur, suggérant qu'un pillage a précédé ou accompagné l'incendie. La convergence de plusieurs de ces indices dans un même niveau stratigraphique constitue un argument archéologique solide pour une destruction violente. Tel est Soyat, site syrien fouillé par des équipes américaines dans les années 1980 et 1990, a fourni un exemple de ce type de convergence. Une couche de destruction datée d'environ 2400 avant notre ère y présente des cendres, des armes abandonnées et des restes humains en position de mort rapide, le tout interprété par les fouilleurs comme la trace d'une attaque militaire. Mais même dans ce cas, la cité a été réoccupée après l'événement, témoignant à nouveau d'une résilience qui contredit l'idée d'un anéantissement total. Les ruptures stratigraphiques, ces niveaux où l'occupation humaine semble s'interrompre brutalement, marqués par une couche de sédiments stériles sans matériel archéologique, sont souvent interprétés comme des abandons. Mais l'abandon peut avoir de nombreuses causes. Un site peut être abandonné parce qu'il a été détruit par une attaque militaire, mais aussi parce que sa source d'eau s'est tarie,
parce qu'une maladie a décimé sa population, parce qu'une route commerciale s'est déplacée, ou simplement parce que ses habitants ont choisi de s'installer ailleurs pour des raisons que les données archéologiques ne permettent pas de reconstituer, la tentation d'interpréter systématiquement les abandons comme des destructions violentes est une simplification que les données ne justifient généralement pas. La céramique joue un rôle central dans l'établissement des chronologies stratigraphiques mésopotamiennes. Les formes et les décors des poteries évoluent de manière suffisamment régulière pour servir d'indicateurs chronologiques précieux. Une rupture dans les traditions céramiques, un changement brusque dans les formes, les techniques de fabrication, les matériaux, peut indiquer un remplacement de population ou une perturbation culturelle importante. Mais elle peut aussi refléter un changement de mode, une influence commerciale ou une réorganisation des ateliers de production. Là encore, la pluralité des interprétations possibles invite à la prudence. Les données ostéologiques, l'étude des ossements humains retrouvés lors des fouilles, fournissent des informations de plus en plus riches grâce au progrès des analyses paléopathologiques et isotopiques. Les marqueurs de stress nutritionnel visibles sur les ossements peuvent témoigner de périodes de famine. Les traumatismes permettent parfois de distinguer des blessures de combat de blessures accidentelles. Les analyses isotopiques du strontium permettent, dans certains cas, de déterminer si un individu a grandi dans la région où il a été enterré ou s'il y est arrivé depuis ailleurs, information précieuse pour documenter des déplacements de population. Ces techniques nouvelles ont enrichi considérablement notre compréhension des sociétés mésopotamiennes anciennes, mais elles ont aussi révélé la complexité de l'histoire humaine dans cette région. Les populations ne restaient pas statiques. Les migrations, les mélanges, les redistributions démographiques étaient constants. Certains sites montrent des successions de populations présentant des origines géographiques différentes, suggérant des remplacements ou des mélanges qui peuvent ou non être associés à des violences. L'interprétation de ces données dans des termes de guerre ou de conquête n'est jamais automatique. Elle demande une triangulation avec d'autres types de données. Les surveys régionaux, des études systématiques de la distribution des sites d'occupation sur de larges étendues territoriales, ont apporté une perspective complémentaire aux fouilles de sites individuels. Ces études montrent que les schémas d'occupation du territoire en Mésopotamie changeaient considérablement au fil du temps. Certaines périodes voient une multiplication des petits sites ruraux, d'autres une concentration de la population dans de grandes agglomérations urbaines. Ces changements peuvent refléter des réponses à des pressions militaires, les populations se réfugiant dans les villes en période d'insécurité, mais aussi des transformations économiques, climatiques ou démographiques indépendantes de toute violence. Ce que la stratigraphie mésopotamienne nous enseigne, dans sa richesse et dans ses limites, c'est que le passé ne se lit pas simplement. Les couches de cendres sont réelles, les ruptures sont documentées, les traces de violence existent, mais elles s'inscrivent dans un tableau plus large de changements continus, d'adaptation, de reconstruction. La question n'est pas de nier la réalité des destructions, elle est de leur restituer leur juste place dans une histoire qui ne se réduit pas à elle. Lire un texte sumérien en traduction française, c'est traverser au moins 3 épaisseurs de médiation. La transcription des signes cunéiformes en caractères latins, la translittération en phonèmes reconstituables, et enfin la traduction dans une langue moderne qui n'a ni le même système grammatical, ni le même horizon culturel, ni les mêmes présupposés conceptuels que le texte original. Chacune de ces étapes introduit des choix d'interprétation qui peuvent modifier subtilement ou profondément le sens du texte. Les lire sans en être conscient, c'est prendre pour acquis ce qui n'est en réalité qu'une hypothèse savante parmi d'autres. Le sumérien est ce que les linguistes appellent une langue isolée, une langue qui ne fait partie d'aucune famille linguistique connue. Elle ne partage pas de structure grammaticale reconnaissable avec les langues sémitiques, comme l'akkadien qui l'a progressivement remplacé en usage courant, ni avec les langues indo-européennes, ni avec aucun autre groupe documenté. Sa déchiffrement au XIXe siècle a été un exploit scientifique remarquable, mais ce déchiffrement repose sur des bases qui sont moins solides qu'il n'y paraît. Les assyriologues disposent d'un corpus de textes bilingues sumérien-akkadien, de glossaires anciens et de listes de vocabulaire qui permettent de reconstituer le sens de nombreux mots sumériens. Mais pour d'autres termes, les incertitudes demeurent significatives. Le vocabulaire militaire sumérien illustre bien ces difficultés. Des termes usuellement traduits par détruire, anéantir, vaincre ou tuer peuvent avoir des nuances sémantiques que les traductions modernes uniformisent. Un terme sumérien traduit par détruire
peut, selon le contexte, signifier démolir physiquement, soumettre politiquement, humilier rituellement ou simplement surpasser. La force d'une affirmation comme cette cité fut détruite jusqu'aux fondations dépend entièrement du sens exact du verbe utilisé, et ce sens n'est pas toujours parfaitement établi. Les textes royaux emploient souvent des formules hyperboliques dont la nature conventionnelle est reconnue par les spécialistes mais qui peuvent tromper un lecteur moins averti. Des expressions comme « je comptais ses cadavres comme des herbes »,« je dévastais sa plaine comme une tempête » ou « personne ne s'échappa » appartiennent à un répertoire rhétorique standardisé dont la fonction est la glorification plutôt que la description précise. Retrouver ces formules dans plusieurs textes de plusieurs rois différents, parfois pour décrire des ennemis différents, souligne leur caractère conventionnel. Elles décrivent l'idée de la victoire totale, pas nécessairement une victoire totale réelle. La question des nombres mérite une attention particulière. Lorsqu'un texte affirme que tel roi a tué 100 000 ennemis ou déporté 200 000 prisonniers, ces chiffres doivent être lus avec la plus grande prudence. Les systèmes de numération mésopotamiens anciens utilisaient le 60 comme base, ce qui peut conduire à des confusions dans la lecture. Mais surtout, les grands nombres dans les inscriptions royales ont généralement une valeur symbolique plutôt que quantitative. Ils signalent l'immensité de la victoire, sa nature quasi-cosmique, sa dépassement de toute mesure ordinaire. Les prendre au pied de la lettre conduit à des conclusions démographiques absurdes pour les réalités de l'époque. Les textes de lamentation posent des problèmes interprétatifs d'un autre ordre. Ils utilisent un langage poétique dense, métaphorique, chargé d'images cosmologiques. Quand la lamentation sur la destruction de Ur décrit les eaux du déluge qui inondent la ville, s'agit-il d'une inondation physique réelle, d'une métaphore pour l'invasion militaire, ou d'une image cosmologique standard pour la catastrophe ? La réponse n'est pas toujours claire. Plusieurs interprétations coexistent dans la littérature spécialisée et certaines formulations peuvent légitimement supporter plusieurs lectures simultanées. La transmission des textes introduit une couche de complexité supplémentaire. La plupart des textes sumériens que nous possédons ne nous sont pas parvenus sous la forme de documents originaux. Ils sont des copies, souvent des copies de copies, réalisées par des générations de scribes apprentis dans les maisons d'apprentissage. Ces copies peuvent contenir des erreurs, des corrections, des additions marginales qui se sont intégrées au texte principal dans les copies ultérieures. Comparer plusieurs copies d'un même texte révèle parfois des variantes significatives qui indiquent que la transmission n'a pas toujours été parfaitement fidèle. L'établissement d'un texte de référence à partir de ces variantes est l'une des tâches fondamentales de l'assyriologie. La propagande n'est pas une invention moderne. Les sociétés humaines ont utilisé la communication symbolique et textuelle à des fins de persuasion politique bien avant que le terme existe pour désigner cette pratique. En Mésopotamie ancienne, la production d'inscriptions royales, de monuments commémoratifs et de textes littéraires glorifiant les victoires constituait une activité politique fondamentale, aussi importante que la gestion économique ou la diplomatie. Comprendre la dimension propagandiste de ces textes est indispensable pour en extraire une information historique fiable. Le terme propagande peut sembler anachronique ou péjoratif appliqué à des cultures de l'Antiquité. Il est préférable de parler de communication politique institutionnelle ou de légitimation idéologique, des pratiques par lesquelles les détenteurs du pouvoir construisent et diffusent des représentations d'eux-mêmes et de leurs actions destinées à justifier leur autorité, à mobiliser le soutien de leurs sujets et à dissuader leurs adversaires. Ces pratiques sont documentées dans toutes les sociétés disposant d'une écriture, et Mésopotamie n'y fait pas exception. Les inscriptions royales sumériennes et akkadiennes suivent des conventions rhétoriques précises qui révèlent leurs objectifs idéologiques. Elles commencent typiquement par établir la légitimité divine du roi, sa désignation par les dieux avant sa naissance, ses qualités extraordinaires, son élection parmi tous les humains pour exercer la royauté. Elles procèdent ensuite à la description de ces hauts faits en insistant sur leur dimension cosmique. Les victoires ne sont pas seulement militaires, elles rétablissent l'ordre divin contre le chaos. Elles se terminent par des invocations aux dieux et des malédictions contre quiconque altérerait le texte, ancrant sa vérité dans un cadre sacré. Cette structure révèle que les inscriptions royales n'étaient pas seulement des communications destinées aux contemporains, elles étaient adressées aux dieux, aux générations futures et à un public divin aussi bien qu'humain. Le roi qui faisait rédiger une inscription de victoire participait à un acte rituel autant qu'à un acte politique.
La destruction d'un ennemi était inscrite dans le registre de la volonté divine, rendant toute remise en question de la victoire équivalente à une remise en question de l'ordre cosmique. Cette sacralisation de la victoire était elle-même une forme de pouvoir. Naram-Sin, petit-fils de Sargon d'Akkad et l'un des rois les plus ambitieux de la période akkadienne, a poussé cette logique jusqu'à se déclarer lui-même divin, premier roi mésopotamien documenté à avoir revendiqué la divinité de son vivant. Il faisait écrire son nom avec le déterminatif divin dans les textes officiels et se faisait représenter portant des cornes de divinité sur ses monuments. Cette revendication de divinité n'était pas une extravagance personnelle, c'était une stratégie de légitimation qui plaçait son autorité au-dessus de toute contestation humaine possible. Ces victoires militaires, décrites dans ces inscriptions comme des victoires universelles, participaient à la même construction idéologique. Le revers de cette médaille est la propagande de la défaite. Lorsque l'empire akkadien s'est effondré, les dynasties successives ont eu besoin d'expliquer cette catastrophe dans les mêmes termes théologiques que ceux utilisés pour justifier les victoires de précédentes. Le texte connu sous le nom de Malédiction d'Akkad décrit la destruction de la cité d'Akkad comme la conséquence directe du sacrilège commis par Naram-Sin contre le temple d'Enlil à Nippur. Naram-Sin y est présenté comme un roi impie dont l'arrogance a provoqué la colère des dieux et attiré leur châtiment sur sa cité et sur tout l'empire. La catastrophe est ainsi intégrée dans une logique de justice divine qui la rend intelligible et acceptable pour les générations suivantes. Ce type de texte rétrospectivement révisionnaire est un phénomène courant dans l'histoire mésopotamienne. Les dynasties qui succédaient à d'autres avaient souvent intérêt à présenter leurs prédécesseurs sous un jour défavorable pour justifier leur propre légitimité. Les accusations de sacrilège, de tyrannie, d'impiété sont des topoids récurrents dans les textes qui décrivent les dynasties déchues. Ces accusations peuvent refléter des réalités partielles, mais elles sont aussi et surtout des arguments politiques visant à justifier un changement de régime. Utiliser ces textes comme source directe sur les comportements réels des rois qu'ils décrivent demande la plus grande prudence. L'examen des conflits sumériens ne peut se faire en vase clos. La Mésopotamie ancienne n'était pas un monde isolé, elle était au cœur d'un réseau d'échanges, de contacts et d'influences qui s'étendait de l'Égée à l'Indus, de l'Anatolie au Golfe Persique. Les civilisations qui l'entouraient, ou qui lui succédèrent, ont développé des traditions narratives sur les guerres et les destructions qui présentent des parallèles instructifs avec les textes sumériens, parallèles qui révèlent à la fois des traits communs à de nombreuses cultures et des particularités propres à chaque tradition. L'akkadien, langue sémitique qui s'est progressivement imposée comme lingua franca de toute la Mésopotamie à partir du IIIe millénaire, a hérité et transformé de nombreux genres de littéraires sumériens. Les inscriptions royales akkadiennes partagent la même structure rhétorique que leurs précédentes sumériennes, mais les amplifient souvent dans leurs prétentions géographiques. Alors que les rois sumériens affirmaient dominer des régions délimitées, les rois akkadiens, et après eux les rois assyriens, développent progressivement la notion d'un empire universel s'étendant des mers orientales aux mers occidentales, de la montagne jusqu'à la plaine. Cette amplification progressive des prétentions territoriales est elle-même un phénomène culturel intéressant, qui ne reflète pas nécessairement une expansion réelle proportionnelle des territoires en les contrôlés. Les annales assyriennes, produites par les grands rois de l'empire assyrien du 1er millénaire avant notre ère. Assur-Nassir-Pal II, Salmanassar III, Sargon II, Sennachérib, Assurbanipal constituent l'un des corpus les plus développés de la littérature guerrière de l'Antiquité. Ces textes décrivent avec une précision géographique et tactique parfois remarquable des campagnes militaires menées sur des distances considérables, contre de nombreux adversaires différents. Ils emploient un vocabulaire de la destruction particulièrement élaboré, avec des gradations dans l'intensité de la violence infligée qui semble refléter une terminologie technique précise plutôt qu'une simple hyperbole généralisée. Comparer les annales assyriennes avec les inscriptions sumériennes plus anciennes révèle une évolution intéressante dans la manière de décrire la guerre. Les textes sumériens tendent à présenter la victoire comme un événement unique et total. La cité ennemie est détruite. Son roi est capturé ou tué, ses ressources sont emportées. Les textes assyriens, plus tardifs et souvent plus détaillés, présentent la guerre comme un processus
des campagnes annuelles ou pluriannuelles, des rébellions successives dans les régions conquises, des administrations locales maintenues sous supervision assyrienne, des déportations massives de populations suivies d'implantations de populations déplacées d'autres régions. Cette évolution textuelle correspond probablement à une évolution réelle des pratiques impériales, mais elle témoigne aussi d'une sophistication croissante dans la représentation institutionnelle de la guerre. L'Égypte ancienne offre un point de comparaison particulièrement riche. Les inscriptions royales égyptiennes décrivent les guerres dans un cadre idéologique similaire à celui des textes mésopotamiens. Le pharaon est le garant de l'ordre cosmique, Mat. Ses victoires militaires sont des victoires de l'ordre sur le chaos. Ses ennemis sont fondamentalement des perturbateurs de l'équilibre divin. Les représentations visuelles des victoires égyptiennes, le pharaon frappant des ennemis agenouillés, les listes de villes conquises inscrites dans des cartouches ovaux sur les murs des temples, participent de la même logique de légitimation par la victoire que les monuments mésopotamiens. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas à la forme. Des textes égyptiens comme les admonitions d'Ipuwer, souvent datés de la première période intermédiaire autour de 2100 avant notre ère, décrivent un état de chaos social et politique avec un registre émotionnel et des images spécifiques qui présentent des similitudes frappantes avec les lamentations sumériennes. Certains chercheurs ont proposé des influences directes, d'autres des réponses culturelles parallèles à des stress similaires. La question reste ouverte, mais ces parallèles suggèrent que les grandes cultures de l'Antiquité proche orientale partageaient des formes et des imaginaires littéraires pour traiter le traumatisme collectif. L'archéologie est une discipline de la présence et de l'absence. Elle travaille à partir de ce qui a été conservé, retrouvé, analysé, mais elle est tout autant définie par ce qui a disparu, par ce qui n'a pas été fouillé, par ce qui ne se conserve pas dans les conditions mésopotamiennes. Comprendre les limites structurelles de l'archéologie mésopotamienne est aussi important que d'en apprécier les apports, car ces limites conditionnent directement ce que nous pouvons affirmer avec fondement sur les guerres et les destructions de l'Antiquité sumérienne. La conservation différentielle des matériaux est l'une des contraintes les plus fondamentales. L'argile cuite et la céramique se conservent exceptionnellement bien dans les conditions sèches du Proche-Orient. La pierre, lorsqu'elle est présente, est également durable. Mais les matières organiques, bois, textiles, cuir, os dans certaines conditions, végétaux, se dégradent rapidement et disparaissent dans la plupart des contextes mésopotamiens. Cela signifie que des pans entiers de la vie matérielle sumérienne sont invisibles pour l'archéologue. Les vêtements, les meubles, les ustensiles en bois, les tentes des populations mobiles, les constructions légères des zones rurales, tout cela a disparu, laissant un tableau nécessairement incomplet. Cette invisibilité a des conséquences directes sur notre perception des conflits. Les armes légères en bois, les boucliers, les équipements textiles des soldats ne se conservent pas. Les restes des tentes ou campements militaires laissent peu de traces reconnaissables. Les corps des combattants morts sur le champ de bataille étaient souvent emportés pour être enterrés ailleurs ou simplement abandonnés à la décomposition dans les champs. La violence de la guerre, dans ses manifestations les plus quotidiennes, laisse une empreinte archéologique moins visible que les grandes destructions urbaines que nous avons décrites dans les sections précédentes. Les biais de fouilles constituent une deuxième contrainte majeure. La grande majorité des fouilles archéologiques en Mésopotamie ont été réalisées sur des tels urbains, ces grands monticules qui correspondent aux accumulations des grandes cités. La campagne mésopotamienne, les zones rurales, les habitats dispersés des populations moins sédentaires, tout cela est considérablement moins bien fouillé, souvent parce que les sites sont moins spectaculaires, moins visibles, ou parce qu'ils ont été détruits par l'agriculture moderne. Or, les guerres mésopotamiennes ne se déroulaient pas seulement dans les villes, elles se déroulaient dans les campagnes, le long des canaux, sur les routes commerciales. Ces espaces sont en grande partie invisibles dans l'archéologie actuelle. Les destructions politiques du XXe et du XXIe siècle ont aggravé considérablement ces lacunes pour la Mésopotamie. Les guerres en Irak et en Syrie depuis 1990 ont non seulement entraîné la destruction de nombreux sites archéologiques, mais ont aussi interrompu pendant des décennies les travaux de fouilles et de documentation. Des régions entières qui n'avaient jamais été fouillées systématiquement sont restées inaccessibles aux archéologues pendant cette période. Les pillages massifs qui ont accompagné ces conflits ont dispersé dans le commerce de l'art des milliers d'objets sans contexte stratigraphique documenté, privant la science d'une partie irremplaçable de son matériel. La question de ce que le sol tait volontairement est aussi importante que celle de ce qu'il ne peut pas préserver.
les pratiques funéraires sumériennes nous donnent accès à une partie de la démographie et de la biologie des populations, mais seulement aux individus qui ont bénéficié d'un enterrement formel dans des zones fouillées. Les victimes de famine ou d'épidémies, dont les corps étaient peut-être abandonnés dans des conditions d'urgence, sont sous-représentés. Les individus marginaux, pauvres, étrangers, esclaves, avaient probablement des pratiques funéraires différentes de celles des populations mieux intégrées, et leur présence est donc moins visible. L'histoire mésopotamienne n'est pas une ligne droite allant d'un âge d'or sumérien à une fin brutale. C'est une succession complexe de transitions, de recompositions, d'héritages transformés et de ruptures partielles qui s'étalent sur plusieurs siècles et impliquent de nombreux acteurs. La période qui va de la fin de la troisième dynastie de Ur, vers 2000 avant notre ère, à l'établissement de la première dynastie de Babylone sous Hammurabi, vers 1790 avant notre ère, est une de ces périodes de transition que les sources décrivent souvent comme chaotiques, mais que l'analyse historique révèle comme une recomposition progressive plutôt qu'un effacement. La troisième dynastie de Ur représente souvent dans l'imaginaire historique populaire l'apogée de la civilisation sumérienne, un moment de centralisation administrative, de floraison littéraire et architecturale, de domination politique sur une large région mésopotamienne. Fondée par Ur-Nammu vers 2112 avant notre ère et culminant sous le règne de Shulgi, cette dynastie a produit certains des textes et des monuments les plus impressionnants de l'ensemble de l'Antiquité mésopotamienne. Shulgi en particulier se présente dans ses inscriptions comme un monarque universel, un guerrier, un athlète, un musicien, un scribe, une accumulation de compétences qui révèle une stratégie de légitimation particulièrement élaborée. L'effondrement de cette dynastie, après environ un siècle d'existence, est un phénomène historique dont les causes multiples ont été évoquées dans les sections précédentes: pressions militaires extérieures de la part des Amorites et des Élamites, stress climatique possible, tensions internes dans une structure administrative fortement centralisée. Ce qui est important de souligner ici est que cet effondrement n'a pas effacé la civilisation sumérienne. Il a transformé son cadre politique tout en préservant, avec des adaptations, ses traditions culturelles, administratives et religieuses. La période qui suit immédiatement, conventionnellement appelée période d'Issin-Larsa, du nom des deux principales cités qui se disputent l'hégémonie régionale, est caractérisée par une fragmentation politique qui rappelle la période des cités-États archaïques. Plusieurs royaumes de taille moyenne coexistent, s'allient, se combattent, maintiennent des institutions sumériennes tout en intégrant progressivement des populations et des pratiques amorites. Cette coexistence et cette fusion progressive sont bien documentées dans les archives administratives de la période. Des noms amorites apparaissent dans des positions institutionnelles autrefois réservées à des populations de tradition sumérienne sans que cela semble provoquer de ruptures institutionnelles majeures. La langue sumérienne continue à être utilisée dans les contextes liturgiques et administratifs, alors même que l'akkadien s'impose progressivement comme langue de communication quotidienne et diplomatique. Cette diglossie, coexistence de deux langues avec des fonctions différenciées, est un signe remarquable de continuité culturelle. Les scribes continuent à copier des textes sumériens, à composer des hymnes dans cette langue, à maintenir les traditions scolaires héritées des époques précédentes. La mort du sumérien comme langue vivante est un processus graduel s'étalant sur plusieurs siècles, pas une coupure brutale causée par une guerre. Les dynasties amorites qui s'établissent dans plusieurs cités mésopotamiennes au cours du XXe et du XIXe siècle avant notre ère ne se présentent généralement pas comme des conquérants étrangers renversant une civilisation vaincue. Elles se présentent au contraire comme des continuateurs et des restaurateurs de la tradition royale mésopotamienne. Leurs rois prennent des titres sumériens, font des offrandes aux temples sumériens traditionnels, commanditent des textes en sumérien glorifiant leur piété envers les dieux locaux. Cette appropriation de la légitimité culturelle sumérienne est elle-même une preuve de la persistance de cette culture comme référence de prestige. Hammurabi de Babylone, qui unifie la Mésopotamie méridionale vers 1760 avant notre ère après plusieurs décennies de conflits régionaux, illustre parfaitement cette continuité transformée. Son célèbre code, ou plus précisément son recueil de décisions judiciaires présentées sous forme de lois promulguées par le roi, s'inscrit dans une tradition juridique mésopotamienne qui remonte au code d'Ur-Nammu de la troisième dynastie de Ur et au code de Lipit Ishtar de la dynastie d'Issin.
La stèle sur laquelle il est gravé est surmontée d'une scène représentant Hammurabi recevant les insignes royaux de Shamash, le dieu du soleil et de la justice, une iconographie de légitimation divine directement héritée des traditions sumériennes. L'akkadien de l'époque de Hammurabi est une langue différente du sumérien, mais elle a absorbé un très grand nombre de termes sumériens, de concepts culturels sumériens, de traditions littéraires sumériennes. La grande épopée de Gilgamesh, dans sa version akkadienne dite standard du premier millénaire avant notre ère, est la transformation d'un cycle de récits sumériens anciens sur ce personnage. La permanence du personnage à travers les transformations linguistiques et culturelles illustre comment les traditions mésopotamiennes se transmettaient et se transformaient sur des durées longues, maintenant des continuités remarquables à travers les discontinuités politiques. Cette transition de Sumer à Babylone, graduelle, complexe, impliquant des continuités profondes sous des changements de surface, est l'antithèse de l'image d'un anéantissement subi. Les civilisations ne disparaissent généralement pas comme des flammes soufflées par le vent. Elles se transforment, se composent avec des éléments nouveaux, maintiennent des pratiques fondamentales tout en abandonnant d'autres aspects, transmettent leur héritage à travers des vecteurs institutionnels et culturels que les crises politiques ne parviennent pas toujours à briser complètement. La Babylone d'Hammurabi est inconcevable sans Sumer, non seulement parce qu'elle s'est construite sur son territoire et a hérité de ses institutions, mais parce qu'elle s'est définie culturellement en référence à ce passé sumérien qu'elle vénérait comme son fondement de prestige. Cette relation de filiation transformée est la manière dont les civilisations mésopotamiennes ont vraiment survécu à leur crise, non pas intactes, mais reconnaissables dans leur continuité essentielle. Après avoir traversé les couches textuelles, archéologiques, environnementales et politiques de la civilisation sumérienne, il est temps de s'arrêter sur l'état actuel de la discipline qui s'efforce de les interpréter, l'assyriologie et l'archéologie mésopotamienne dans leur moment présent. Car ces disciplines ne sont pas des archives figées de connaissances établies. Ce sont des pratiques scientifiques vivantes, traversées par des débats, enrichies par de nouvelles découvertes et de nouvelles méthodes, et confrontées à des défis que les générations précédentes de chercheurs n'avaient pas anticipés. L'assyriologie, la discipline qui étudie les cultures cunéiformes de la Mésopotamie ancienne à travers leurs textes, est une science relativement jeune. Son véritable développement date du milieu du XIXe siècle, avec le déchiffrement du cunéiforme akkadien dans les années 1850. En un siècle et demi, elle a accompli des résultats remarquables. La lecture de centaines de milliers de textes, la reconstruction de langues mortes depuis des millénaires, l'interprétation d'une littérature d'une richesse inattendue. Mais elle reste une discipline de niche, avec un nombre relativement restreint de praticiens dans le monde, confrontés à un corpus de textes dont une partie significative n'est toujours pas publiée ni traduite. Les collections des grands musées, le British Museum à Londres, le Louvre à Paris, le Vorderasiatisches Museum à Berlin, l'Oriental Institute à Chicago, le Penn Museum à Philadelphie, conservent des centaines de milliers de tablettes dont beaucoup n'ont jamais été étudiées systématiquement. La numérisation progressive de ces collections, accélérée par des projets collaboratifs internationaux, ouvre des perspectives nouvelles, mais révèle aussi l'ampleur du travail encore à accomplir. Des textes qui pourraient modifier notre compréhension de la guerre sumérienne, de l'organisation politique ou de l'effondrement des dynasties dorment peut-être dans des tiroirs de musées ou dans des collections privées que leur passage par le marché de l'art illicite a rendus inaccessibles aux chercheurs. Les méthodes d'analyse se sont considérablement diversifiées. Au-delà de la philologie traditionnelle, la lecture, la traduction et le commentaire des textes, l'assyriologie contemporaine intègre des approches de l'histoire économique, de l'anthropologie sociale, de la théorie politique, de la linguistique computationnelle. Ces croisements disciplinaires ont enrichi les questions posées aux textes et ont parfois conduit à des relectures significatives. La compréhension de l'économie institutionnelle sumérienne, en particulier, a été profondément renouvelée par l'application de modèles économiques et d'analyses quantitatives à grande échelle sur les archives administratives. L'archéologie mésopotamienne a connu ses propres révolutions méthodologiques. L'introduction des méthodes de datation absolue, carbone 14 et ses dérivés, thermoluminescence, dendrochronologie dans les zones où les bois se sont conservés, a permis de préciser et parfois de corriger les chronologies établies sur la seule base de la stratigraphie et de la céramique. Ces datations absolues ont dans certains cas confirmé des corrélations entre événements textuels et couches archéologiques, dans d'autres cas les ont remises en question.
La chronologie du Proche-Orient ancien reste un domaine de recherche active où les certitudes d'hier sont parfois les hypothèses de demain. Les technologies de télédétection, photographie satellitaire à haute résolution, imagerie radar, lidar, ont transformé la capacité des archéologues à identifier et cartographier des sites sans fouilles physiques. Dans les régions où les fouilles sont impossibles pour des raisons politiques ou de conservation, ces technologies offrent des fenêtres inestimables. Des études récentes ont ainsi identifié des centaines de sites archéologiques non fouillés en Irak et en Syrie, dont beaucoup ont été endommagés ou détruits par les conflits récents avant d'avoir pu être étudiés. Ce patrimoine perdu représente une perte irréversible pour la connaissance de la Mésopotamie ancienne. Le débat sur la datation haute et la datation basse pour la Mésopotamie du deuxième millénaire illustre l'état des incertitudes chronologiques actuelles. Selon les modèles utilisés, fondés sur différentes interprétations des données astronomiques et des synchronismes entre dynasties, la date du règne d'Hammurabi peut varier d'environ un siècle. Cette incertitude n'est pas marginale pour la compréhension des interactions entre civilisations contemporaines, elle affecte les corrélations entre événements mésopotamiens, anatoliens, syriens et égyptiens. Des colloques scientifiques réguliers réunissent des spécialistes de plusieurs disciplines pour tenter de réduire ces incertitudes avec des progrès réels mais encore incomplets. La question de l'accès aux collections issues du marché de l'art illicite pose un problème éthique et scientifique sérieux. Une proportion significative des tablettes cunéiformes qui ont fait leur apparition sur le marché international depuis les années 1990, provenant vraisemblablement de pillages de sites irakiens et syriens, se trouve aujourd'hui dans des collections privées ou a été racheté par des institutions qui en ont parfois revendu certaines après que des problèmes de provenance ont été identifiés. Ces tablettes contiennent potentiellement des informations historiques précieuses, mais leur contexte archéologique est perdu à jamais et leur étude pose des questions éthiques que la communauté scientifique traite avec des positions variables. Les jeunes générations d'assyriologues et d'archéologues mésopotamiens travaillent dans ce contexte complexe, avec des outils de plus en plus puissants, des corpus de données de plus en plus larges, mais aussi face à des destructions patrimoniales sans précédent et à des enjeux éthiques que leurs prédécesseurs n'avaient pas eu à affronter avec la même acuité. La discipline se transforme aussi dans sa géographie humaine. Des chercheurs irakiens, iraniens, syriens participent de plus en plus activement à l'étude de l'héritage de leur propre région, apportant des perspectives et des sensibilités qui enrichissent et diversifient le champ. Ce tableau des frontières actuelles de l'interprétation historique nous rappelle que notre connaissance de la Mésopotamie ancienne est une construction en cours, pas un édifice achevé. Les certitudes que nous présentons dans ce documentaire sont les certitudes d'un moment particulier de cette construction. Un moment riche, nourri de découvertes récentes, mais nécessairement provisoires. Ce que les tablettes ont à nous dire n'est pas épuisé. D'autres traductions, d'autres fouilles, d'autres analyses affineront, corrigeront et enrichiront ce que nous croyons savoir aujourd'hui. Après avoir traversé 14 couches d'analyse, la géographie, l'écriture, la politique, l'archéologie, l'environnement, la rhétorique, le droit, la stratigraphie, la linguistique, la propagande, les comparaisons transculturelles, les limites du sol, la transition historique et les frontières de la discipline, il est temps de revenir au point de départ. Non pas pour répéter ce qui a été dit, mais pour regarder différemment ce que nous regardions au commencement, avec l'accumulation de ce cheminement posé entre les deux regards. Une tablette d'argile sumérienne tient dans une main. Elle est lourde pour sa taille, l'argile compacte, cuite ou simplement séchée par des millénaires dans un sol sec, a une densité surprenante. Sa surface est couverte de petits signes cunéiformes pressés par un stylet, organisés en colonnes de gauche à droite, de haut en bas. Ces signes, gravés il y a peut-être 4000 ans par une main dont nous ne savons rien, l'âge, le sexe, la condition sociale, le nom même, sont encore lisibles par un spécialiste formé pendant des années à cette lecture exigeante. L'espace entre cette main ancienne et la nôtre est immense et pourtant franchi. Ce que cette tablette dit dépend de ce qu'elle est. Si c'est un compte de grains, elle nous dit combien de mesures ont été distribuées à combien de travailleurs un jour précis dans une institution précise. Si c'est un hymne royal, elle nous dit quelle image un roi voulait projeter de lui-même et de ses victoires. Si c'est une lamentation, elle nous dit comment une culture a choisi de mettre en mots sa propre blessure. Dans tous les cas, elle nous dit quelque chose, mais jamais tout, jamais directement, jamais sans la médiation de la langue, du genre, de l'institution, du temps.
La question posée au début de ce documentaire, des tablettes sumériennes ont-elles révélé une guerre qui anéantit toute une civilisation, n'est pas une mauvaise question. C'est une question qui pointe vers des réalités historiques véritables. Des guerres ont eu lieu, des cités ont été détruites partiellement, des dynasties ont disparu, des populations ont souffert et ont été déplacées. Les tablettes parlent de ces réalités, parfois directement dans les textes administratifs, parfois obliquement dans les formules rhétoriques des inscriptions royales, parfois avec une intensité poétique bouleversante dans les lamentations. Mais la réponse à cette question ne peut pas être un oui simple. Parce que ce que nous avons découvert à travers ces 14 couches d'analyse, c'est que l'anéantissement total d'une civilisation est une formule qui ne correspond pas à la réalité historique de la Mésopotamie ancienne. Les civilisations ne s'anéantissent pas comme les textes de Victoire le proclament. Elles se transforment, se fragmentent, perdent certaines de leurs expressions institutionnelles, tout en maintenant des continuités profondes dans la culture, la langue savante, les pratiques religieuses, les traditions administratives. La Babylone d'Hammurabi portait en elle Sumer. L'Assyrie du premier millénaire portait en elle Babylone. Et la tradition cunéiforme elle-même, sur sa lancée de 3000 ans, a transmis à d'autres cultures, hébraïques, araméennes, persanes, des fragments de cet héritage dont nous sommes encore, à notre manière, les héritiers lointains. Les guerres sumériennes étaient réelles. Leurs conséquences humaines étaient réelles. Les corps dans les couches de cendres, les déportations enregistrées dans les archives comptables, les familles dispersées que les textes de lamentation évoquent avec une précision douloureuse. Ne pas les réduire à un anéantissement mythologique total, ce n'est pas minimiser cette réalité. C'est lui restituer sa complexité, sa durée, ses nuances, lui rendre la densité d'une histoire humaine vécue dans le temps long, pas condensée dans un moment dramatique unique. Ce que les tablettes sumériennes révèlent, quand on les lit avec la patience et la rigueur qu'elles méritent, c'est moins le récit d'une fin que le récit d'une persistance remarquable. Ces hommes et ces femmes, qui ont vécu entre le Tigre et l'Euphrate il y a 4 ou 5 000 ans, ont construit des villes, inventé l'écriture, formulé des lois, composé de la poésie, administré des empires, souffert de guerres et de sécheresses, pleuré leurs cités détruites et les ont reconstruites. Ils ont transmis à travers le temps des fragments de leur expérience sur des tablettes d'argile qui ont survécu à tout, aux conquêtes, aux effondrements, aux millénaires de silence, et qui sont arrivés jusqu'à nous comme un témoignage à la fois fragile et étonnamment durable. Les lacunes dans ce témoignage sont réelles et importantes. Nous ne savons pas ce que la plupart de ces personnes pensaient vraiment de leur guerre, de leur roi, de leur dieu. Les tablettes que nous lisons sont des documents institutionnels, pas des journaux intimes. La voix de la personne ordinaire, le paysan qui irriguait ses champs, la femme qui attendait le retour d'un père ou d'un fils parti à la guerre, l'enfant qui grandissait dans une cité dont le canal principal venait d'être détourné par une cité rivale. Cette voix n'est presque jamais directement accessible. Elle existe dans les marges des textes administratifs, dans les formules des lamentations, dans les os retrouvés dans les couches archéologiques. Mais elle reste largement silencieuse. Ce silence aussi est une donnée historique. Il nous rappelle que toute reconstruction du passé est partielle, que les sources dont nous disposons ont été produites par des institutions et pour des institutions, et que la réalité vécue de la majorité des habitants de la Mésopotamie ancienne reste hors de notre portée directe. Accueillir ce silence avec honnêteté, plutôt que de le remplir avec des conjectures dramatiques, est la condition d'un rapport rigoureux et respectueux à ces cultures disparues. Les tablettes sont là, dans leur musée, dans leur base de données numériques, dans leurs caisses non ouvertes de collections insuffisamment dotées. Elles attendent d'autres traductions, d'autres regards, d'autres questions que des générations futures de chercheurs leur poseront avec des outils et des méthodes que nous ne pouvons pas encore anticiper. Ce qu'elles diront à ces chercheurs sera différent de ce qu'elles nous disent aujourd'hui, non pas parce qu'elles auront changé, mais parce que les questions auront changé, les méthodes auront changé, et la compréhension humaine du passé se sera encore déplacée. Pour l'instant, nous les reposons dans la pénombre. L'argile reste froide. Les signes cunéiformes restent gravés, patients, portant leur sens, dans l'attente d'une lecture qui ne les épuisera jamais complètement. C'est peut-être cela, la plus profonde leçon de la Mésopotamie ancienne, qu'un témoignage peut traverser 4000 ans et arriver jusqu'à nous sans que nous puissions prétendre l'avoir pleinement compris. Et que cette incomplétude, loin d'être une frustration, est la condition même de la curiosité qui nous pousse à continuer de fouiller, de lire
et d'écouter ce que le silence entre les signes essaie encore de nous dire.